Manger des fraises, des tomates ou même des poivrons en hiver, t'as l'impression que c'est normal. Et pourtant, c'est peut-être pas le meilleur move si t'es un peu soucieux de la planète. On s'est rendu à Almeria en Espagne, région surnommée le potager de l'Europe, pour en apprendre davantage. Alors reste jusqu'à la fin si tu veux te faire ton propre avis sur le sujet. Bienvenue dans ce 5e épisode d'un ticket pour l'Europe. On a envoyé 8 jeunes Belges dans 8 pays différents. La destination leur est inconnue jusqu'au jour de leur départ où ils reçoivent un ticket custom avec des indices dissimulés et un QR code qui leur donne des consignes. Sur ce ticket se trouve une partie détachable sur laquelle ils auront l'opportunité d'écrire une proposition de changement qu'ils déposeront dans une urne afin d'en débattre directement avec des députés au Parlement européen. Et ouais, rien que ça. Mais là, c'est l'heure de retourner à Malte, ça faisait longtemps. Comment il va, Quentin ? Alors j'ai une photo qui me dit jambon et salami. Welby's, ça doit être le nom d'un magasin j'espère. Le plus proche est à 800 mètres et on doit aller par là. Pourquoi je dois scanner mon ticket avant de rentrer? Ok, donc j'ai une liste de courses, bio et local quand c'est possible. J'imagine que c'est moi qui dois faire les courses. Il me faut du pain, du jambon, du fromage, des tomates, de la salade, du jus de fruits. Et je vois qu'il y a un chrono de 5 minutes, mais il descend déjà, donc je dois y aller, je pense. Hein. J'y vais, sorry. Un panier, je vais prendre un panier à roulettes. Ok, du pain. Aïe aïe aïe, le pain quoi. C'est tout des trucs emballés. Le pain qui me dérange le moins, c'est celui qui est là dans les armoires et celui qui est emballé dans le plastique. Ah, Maltese, yes. Par contre, il est pas cher le pain. La viande, jambon. Hello sir, do you have Maltese ham? Yes, we do. Can you prepare me like 100 grams? The more Maltese and more organic you have. I will give you this one then. Ok, thank you. Il y a un moment, je panique parce que je vois le chrono qui descend et je me dis, j'ai trop cherché, j'y arriverai peut-être pas. Il me reste 2 minutes. Excuse me, do you have Maltese juice? Maltese juice. Close down. There's another section of juices. Ah ok, il y a plusieurs étages au magasin. J'ai vraiment rien compris. Et moi j'ai pas vu d'escalier, rien du tout. Ici c'est quoi ça? Ça vient d'Autriche ça. Je perds du temps, j'y arriverai jamais. Ah mais j'ai oublié mon jambon. Thank you. Ah thank you sir. Ah c'est foutu. T'as une ligne découlée? Ouais. Il n'y a pas moyen de remettre quelques minutes? Donc tu peux le remettre encore 5 minutes. Ok, on est reparti, 5 minutes. On va laisser Quentin chercher encore un peu. Changeons de pays et parlons tomates. Anaël se trouve actuellement à Almeria. Tiens, c'est où ça d'ailleurs? Je crois qu'on est extrême sud de l'Espagne en fait, ici extrême sud de l'Andalousie. Et ce qui nous a beaucoup intrigué sur notre route en arrivant ici, c'est toutes les serres qu'on a croisées. Ça blanchit le paysage, là je les vois en face de moi, ça prend toute la place dans le paysage. Et je pense que c'est ce qu'on va investiguer un peu aujourd'hui. Il y a des choses qu'on voit mieux du ciel et si tu prenais un peu de hauteur. Oula, donc je suppose qu'on va prendre de la hauteur, mais là tout de suite, je vois pas... Ah si, je vois. Moi j'appellerais ça un tricycle volant. Ouais, du coup on monte là-dessus, ça vole et puis c'est magique. Putain, c'est tout petit. C'est hyper bluffant parce que je regardais à ma droite et j'avais le coucher de soleil sur la mer avec les montagnes, etc. C'est vraiment un paysage idyllique. Et en fait, je me retourne à gauche et c'était enseveli de serre, le paysage était tout blanc. Le contraste entre les deux paysages est assez impressionnant à voir en vrai. Je pense que j'abuse pas en disant qu'il y en a des milliers en vrai. Je me questionne sur l'utilité et l'organisation de ce truc, le pourquoi du comment on en est arrivé à avoir autant de serres ici, à qui ça va, à quoi ça sert, sans mauvais jeu de mots. Plein de questions sur ce que je viens de voir finalement. T'inquiète, t'auras toutes les réponses à tes questions un peu plus tard. Bon, l'Espagne c'est sympa, mais moi je suis toujours en Belgique. Hein. Là, je suis à Charleroi pour aller chercher la dernière candidate. Une petite sonnette. Salut Néché. Prête à partir? Un peu stressée aussi. Un peu stressée? Allez, ça va aller. Hello, moi c'est Néché, j'ai 25 ans, je viens de Charleroi, je suis consultante RH. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime principalement bricoler, j'ai toujours des pelotes avec moi. Ma chambre est un vrai atelier rempli de matériel pour peindre, dessiner. J'aime beaucoup lire, j'aime passer du temps avec ma famille et j'aime voyager. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai participé à cette émission. C'est tout. Je veux dire quelque chose d'autre? Bah globalement t'as tout dit hein, mais ce qu'on pourrait rajouter c'est que t'as préparé 2 valises, une pour un pays chaud et une pour un pays froid. Et t'espères partir avec laquelle aujourd'hui? La froide. Avec la froide? Oui, malgré que je sois méditerranéenne et que j'aime beaucoup l'été, là j'ai besoin d'hiver je pense. Ah bon? Moi je vais pas te dire avec laquelle on part aujourd'hui,
Donc je vais la prendre en cachette, mais pour ça, il faut d'abord que tu ailles dans la voiture. Quand j'ai postulé, je parlais beaucoup de l'expérience de voyager. Et puis finalement, je pense que c'est par mon personnage en fait. J'aime beaucoup expérimenter. Enfin, la vie est remplie d'opportunités qu'on peut tester. Et cette expérience, c'était un nouveau tremplin pour vivre quelque chose de nouveau et rencontrer de nouvelles personnes. Ok, let's go. Et on est parti. À Slima, à Malte, Quentin est toujours en plein défi. Il a encore 4 articles locaux ou bio à trouver. Lettuce fancy fresh. Ok, je viens de capter un truc, c'est que sur certains légumes, il est mis local et sur d'autres, il est mis imported. Je vais prendre cette laitue-ci. Je vais prendre 2 tomates. Do you know where I can find Maltese fruit juice? Upstairs, level 0. Upstairs. And the juice from these oranges are not Maltese. J'ai l'impression que les vendeurs s'y connaissent pas trop en produits locaux. C'est normal, Malte étant une toute petite île, ils ont énormément de produits importés. Ah mais pas du tout, d'où il y a du jus ici? Ah non, c'était remonté que j'avais fait, putain. On va pouvoir tricher ou pas là? Parce que... Ok, je le prends, je le risque, je sais pas. Mais j'ai pas mon jus, je crois que j'avais fini, non. Je suis assez déçu parce que j'ai pas tout trouvé. Ce dont je suis le plus satisfait, c'est les légumes parce qu'il était mis quand même local sur les étiquettes. Je sais pas si c'est bio, mais c'est quand même important que ce soit local. Et bon, grosse déception pour le fromage, quoi. Genre Pétali di Parma, j'aurais dû voir que c'était italien et je l'ai pris. Mais bon, il me restait 4 secondes aussi. Et le jus, qui n'est pas là. Je suis un peu déçu, mais ça veut dire plein de trucs aussi, tu vois. Au final, ben ouais, faire des courses en regardant bien les étiquettes, en voulant savoir d'où viennent tes produits, ben ça prend du temps, ça se fait pas en 5 minutes, quoi. Mission accomplie. Ben maintenant, avec tout ça, on va aller se faire un sandwich parce qu'il est midi et on a faim. J'avoue, il y avait un but caché derrière ce défi. Si tu veux le découvrir, tu connais, il faut scanner le ticket. Alors, est-ce que tu as de quoi te faire un sandwich local et bio? Ben non. Je sais que c'était galère. Tu comprendras pourquoi demain, mais il va falloir se lever tôt. Règle ton réveil à 5 heures, quoi. Qu'est-ce qu'il va y avoir à 5 heures? Non, je vois pas les livraisons, les marchés, ou une traite, ou bien du lait de chèvre. Du lait de chèvre parce qu'il y a des fromages maltais quand même. Je sais pas, j'ai hâte de savoir. Allons voir du côté de chez Robin en Croatie. La dernière fois qu'on l'avait vu, il avait pour défi de trouver en quoi la ville de Slavonski Brod était première de l'Union européenne. Et quelqu'un lui avait conseillé d'aller voir vers la rivière. Ce matin, j'ai appris que Slavonski Brod était leader dans une certaine catégorie. Est-ce que vous pouvez m'éclairer et me dire de quoi il s'agit? Slavonski Brod, prvom mjestu onečišćenja najonečišćenijih gradova u Europskoj uniji vezano za lebdeće čestice PM2,5. Mais d'où ça vient toute cette pollution? Comment ça se fait que ça a augmenté comme ça dans les dernières années? Predstaviti iz 3 izvora. Prvi izvori su prekogranični i to su velike termoelektrane od Tuzle do Doboja. Sljedeći izvori su domaći, unutar Đuro Đakovićeve ograde i te su po kvaliteti i po jačini možda. Treća kategorija onečišćivača čine promet, jer autocesta je vrlo blizu. Nous en Belgique, il y a quand même eu certains mécanismes d'aide. Est-ce que ici en Croatie, vous avez reçu de l'aide par les différentes autorités de l'État pour subvenir à vos besoins en énergie? Tiranja ne postoji još nikakav zakon, odnosno nije adekvatan zakon koji bi to reguliralo, ali zato grad pa i država poduzimaju određene mjere. Postoji akcijski plan grada Slavonskog Broda koja je sad već u primjeni, ali još do sad nije dao svoj određeni rezultat i odnosi se na sufinanciranje plinske stanice, izgradnje, također ugradnje dizača topline koji bi eventualno omogućili smanjivanje onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu, ali kažem... En Belgique, nous, on a quand même, dans les dernières années, eu beaucoup d'informations par le biais des médias, par l'école, pour ma génération. Est-ce que ici, les gens ont vraiment conscience de ces problèmes? Provedena edukacija dosadašnja nije dala onaj rezultat koji bi trebalo da. Također, dosta veliki je problem u tom da jednostavno određene institucije, također i uprave, jednostavno ne vrše. Slavonski Brod neki dan je bio u ljubičastom, to znači da je onečišćenje zraka lebdećim česticama PM2,5 cijeli dan bio iznad 75 mikrograma po kubnom metru.
lebdeća čestica izaziva velike probleme baš u dišnem i u kardiovaskularnom. Vous serez d'accord avec moi pour dire que tout ça c'est un peu affolant, donc quelles sont les solutions à tout ça, parce qu'il faut en trouver. To je vrlo delikatno pitanje, ali vjerojatno morat ćemo u tom pravcu krenuti da tražimo pomoć, vjerojatno puno šire nego unutar naše države, baš u Europskoj uniji, pa ako treba i u Briselu, pa i u Belgiji. Je trouvais ça vraiment intéressant qu'un vieux monsieur comme ça se préoccupe de l'avenir de sa ville, de l'Europe, du monde. Lui, il était dans cette optique aussi d'aider la nouvelle génération à préparer le futur. Les rayons de nos supermarchés sont remplis de fruits et légumes d'un peu partout dans le monde, mais une origine qu'on croise très souvent, c'est l'Espagne. Une bonne partie de cette production espagnole vient du sud, et plus précisément de la région d'Almeria, en Andalousie. Là-bas, il y a des milliers de serres qui s'étendent sur près de 40 000 hectares. C'est plus de 10 fois la taille de la région Bruxelles-Capitale. On y produit chaque année des millions de tonnes de fruits et légumes qui se retrouvent en France, en Allemagne, chez nous. C'est pour ça qu'on surnomme la région le potager de l'Europe. Les locaux, eux, l'appellent plutôt la mer de plastique. Alors tout ça, c'est super, ça nous permet de manger tous les fruits et légumes qu'on veut, même quand c'est pas la saison. Mais bon, l'impact environnemental du truc est colossal. Ça appauvrit les sols, ça assèche la région, ça dégomme la biodiversité, et je parle même pas des pesticides utilisés en masse. Et à côté de ça, t'as aussi un impact social, parce qu'entretenir un potager qui fait 10 fois la taille de Bruxelles, c'est du taf. Du coup, des dizaines de milliers de sans-papiers y bossent au noir pour des salaires de misère, genre 5 € de l'heure. Ils vivent dans des bidonvilles, juste à côté des serres, et sont recrutés à la journée sur le bord des routes. Ça fait des années que ça dure. Les producteurs et les autorités locales semblent fermer les yeux là-dessus. Plein de personnes essayent d'agir pour que ces productions deviennent plus respectueuses de l'environnement et des travailleurs. Mais comment faire? Tu vas pouvoir débattre de tout ça avec ta rencontre du jour. Allez, vamos! Je suis d'abord allée visiter une exploitation dans les serres d'Almeria, et là j'ai rencontré une agricultrice. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Elle m'expliquait que c'était une exploitation familiale, qu'ils n'utilisaient pas de pesticides, qu'ils utilisaient des éléments naturels pour répondre à des problématiques, par exemple les invasions de pucerons. Ils les réglaient en important d'autres insectes qui allaient les manger plutôt que d'utiliser des pesticides dans ce cas-là. Ce genre de fonctionnement, c'est le cas des autres serres à côté, ou est-ce que c'est assez unique dans la région? Yo pertenezco a una cooperativa que tiene 1.700 hectáreas y 950 agricultores. El control biológico de plagas y enfermedades es una práctica que actualmente la hace el 100% de los agricultores. Et les produits que vous récoltez, ils sont vendus où? Se produce cada año 4 millones de toneladas, principalmente en los meses de invierno. En un 20% todas esas hortalizas las vendemos en España. El 80% se venden en toda la Unión Europea. Est-ce que c'est une bonne chose d'exporter si loin des produits qui ne sont pas de saison ailleurs? Sí, por una razón. Durante 6 meses al año es el invierno en Europa. En Almería tenemos la suerte de tener casi todo el sol de Europa se viene aquí en el invierno. Tenemos más de 3.300 horas de sol al año. Eso nos permite poder producir sin energía fósil, sin contaminación. Entonces, la cuestión sería, ¿qué es más sostenible? Para evitar el transporte de 2.000–3.000 kilómetros, podríamos producirlos en el centro norte de Europa, pero ¿cuánto contamina cada tomate si está producido con calefacción, principalmente utilizando energía fósil y contaminando? Concernant les gens qui travaillent dans les serres, parce que ça nécessite beaucoup de travailleurs, d'où viennent les travailleurs en fait ici? En la mayoría de los casos de fuera de España. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos 4 trabajadores de Marruecos, un trabajador de Mali y luego estamos 4 trabajadores españoles. Cuando nosotros empezamos a necesitar mano de obra, nuestra agricultura empezó a mejorar las técnicas, necesitábamos personas que nos ayudaran con las labores de las plantas. Du coup, la région est remplie d'exploitations. Et est-ce que ça ne nécessite pas beaucoup de ressources, par exemple pour l'eau? Comment vous faites pour arroser tout ça, irriguer, etc. Encima de los invernaderos hay muchas montañas y tenemos Sierra Nevada. Toda la nieve filtrando a acuíferos. Nosotros cogemos el 80% del agua de esos acuíferos. Yo cultivo sin suelo. El agua que sobra no se filtra a la tierra. Sale del contenedor y por este canal llega a un sistema de pequeñas piedras, después hay un filtro y luego hay un tubo bajo tierra que recoge toda el agua de todos los cultivos
la lleva a un contenedor, a una balsa, y después, cuando la planta necesita agua, el ordenador mezcla agua nueva y agua reciclada. Es un circuito cerrado. C'était intéressant d'avoir un peu un point de vue et une opinion différente de ah ok, regardez toutes ces serres qui sont hyper mauvaises. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas forcément un phénomène dichotomique, c'était pas tout bien ou tout mauvais. Il y a plusieurs discours à écouter à ce niveau-là. C'est vrai, c'est pas tout blanc ou tout noir. Dans la région, il y a des gros problèmes d'eau douce, détournement de rivières, nappes phréatiques vidées ou encore le dessalement de l'eau de mer ultra polluant. Au final, ce qui impacte le moins l'environnement, ça reste de manger de saison et local. On entendra un deuxième avis sur le sujet plus tard. En attendant, je m'apprête à donner à Neché son ticket. Merci. On va scanner ce QR code. Bravo, tu as réussi ton premier scan de l'aventure. Trouve ton pays mystère grâce aux indices visibles sur ton ticket. Au début, j'ai vu CH-quelque chose. Donc moi, je pensais que comme j'étais Carolo, c'était Charleroi, tout la destination. Est-ce que je peux taper les coordonnées? Tu peux, mais par contre, on va voir ce que ça donne. Et donc du coup, je rentre, ça ne fonctionne pas parce qu'en effet, les coordonnées géographiques, ça ne fonctionne qu'avec des numéros. Du coup, j'ai eu l'idée de convertir les lettres en chiffres. On parle de Grèce, est-ce que c'est possible? Tu valides la Grèce, c'est ton dernier mot? Oui. Et c'est une bonne réponse. Yeah. Donc désolé de te décevoir, mais c'est donc la valise chaude que j'ai dû prendre. Tu n'auras pas ton froid hivernal sur ce voyage, malheureusement. Désolé. Bon Neché, c'est ici que nos chemins vont se séparer. En tout cas, profite à fond de ton aventure. N'oublie jamais de prendre ton petit ticket et de scanner régulièrement pour avoir la suite de l'aventure. Bon voyage, profite bien et je te dis à bientôt. On se retrouvera pour le débrief après ton expérience. Allez, ciao. Ciao. J'ai ressorti mon ticket parce qu'on s'est levé tôt ce matin, on est rentré dans une voiture, mais je sais toujours pas où je vais. Donc je vais scanner mon ticket pour en savoir plus. L'agriculture à Malte, c'est galère. Déjà, le pays est tout petit, donc il n'y a pas full place pour produire. En plus, c'est un caillou, il y fait sec et l'approvisionnement en eau douce est pas optimal. L'agriculture ne représente que 0,9% du PIB de Malte. Mais on y fait quand même pousser des bonnes choses à Malte. Des pommes de terre, tomates, oignons principalement, et même des vignes. Niveau élevage, on est surtout sur du porc et de la volaille, mais les Maltais raffolent de la viande de lapin. Dernier point, Malte est plutôt à la traîne niveau bio, puisque la part de culture bio là-bas n'est que de 0,6%. D'ailleurs, en 2021, Malte était le 3e pays d'Europe où l'on utilise le plus de pesticides par hectare, derrière les Pays-Bas et Chypre. Bon, je te laisse te préparer, tu auras l'occasion d'en discuter plus longuement aujourd'hui. Je suis content parce que je suppose qu'on va aller dans une ferme ou chez un producteur. C'est un milieu que je connais un peu plus, mais je suis content. Salut Neché, c'est donc en Grèce que tu viens d'arriver. C'est une république qui fait environ 4 fois la taille de la Belgique, 4/5 du territoire grec se trouve sur le continent et le reste est divisé en plus de 3000 îles. Le pays compte 10 millions d'habitants et on y parle le grec. La Grèce est considérée comme le berceau de la civilisation occidentale. Tout le monde a déjà entendu parler de la mythologie grecque et les philosophes grecs sont encore étudiés aujourd'hui. Ils ont inventé la démocratie, le théâtre, les Jeux Olympiques. Bref, c'est un pays très riche en histoire et rempli de lieux mondialement connus comme le Mont Olympe, domaine des dieux, ou encore l'Acropole et le Parthénon qui surplombent la capitale Athènes depuis près de 2500 ans. La cuisine grecque est aussi très réputée. Mezzé, moussaka, pita, feta ont largement dépassé les frontières et sont presque devenus courants chez nous. La Grèce, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est indépendante depuis le 3 février 1830, seulement quelques mois avant la Belgique, et elle a rejoint l'Union européenne le 1er janvier 1981. Voilà, c'était quelques infos en vrac sur la Grèce. Profite bien et comme on dit là-bas, kalo taksidi, ça veut dire bon voyage. Il y a un petit insigne là. Je comprends pas tout, hein, mais je sais voir les dessins quand même. C'est une tête de mouton. Ah oui, c'est bon, j'ai vu les moutons là. Il y a déjà quelque chose. Même si j'avoue que les moutons, j'y connais rien du tout. Hein. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Quentin. Comment allez-vous? نلقاكم في الراتسات تاعنا سان جوزيف فارم هاوس عندنا فوق 200 ناجة كيف قلت لك وبحالسا قاعدين نتوم الاول اكله باش اكثر تارت نهلبوهم. Quand j'arrive, je suis assez content d'être dans un milieu que je connais et je suis aussi content d'être un peu sorti de la ville au final parce que jusqu'à maintenant on avait vu que des zones super bâties et super denses et là je voyais une autre facette de Malte et déjà ça, j'étais déjà satisfait. هناك فين ينشفوا الجبينات، الجبينات تراديسيونال مالتين، الجبينات ينشفوا بلاريا، هناك باللي ما عندناش كنترول تاع
temperatura u ambjent, l-unika preservattiv li nużaw fuq il-ġbejriet huwa melħ naturali li jinġabbar minn mal-Baħar ta' Malta. So as you can see, he's cleaning the breast. Mais elles sont où les mamelles? This is the one? Ah, it's very little, hein. C'est minuscule, mon Dieu. Moi, j'ai pas de brebis à la maison, je pensais que ça allait aller plus vite parce qu'il y a que 2 mamelles, mais en fait, il faut chercher après, donc... Ouais, ok, c'est bon. Ah, purée, non mais sérieux, toi. Ok, bon, il y a du lait, ouais, ça devrait aller. On a eu l'occasion de goûter quelques fromages. Ouais, avant de goûter, j'ai dû travailler, mais travailler vraiment sérieusement parce qu'il m'a fait terminer tous les pots. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais... À la fin, j'étais tout seul avec lui et le fermier à terminer les pots. Je me suis dit, ok. Right, this is a selection of our cheeses, all right? And over here is this beina that you've been making this morning. Yes. But this one is from yesterday. And you can eat and try the fresh beina like that. Very fresh and still yummy. Malta was always an agricultural country. The difference is, in the old days, it depended more on agriculture than it is depending on it today. There's quite a few farmers. They produce a lot of potatoes, they produce a lot of tomatoes, peppers, aubergines, zucchini, pumpkins, you know, they produce a lot. Especially those farmers who diversified from the traditional ways. So they built greenhouses. They introduced hydroponics. You know, the irrigation system is more modern now. They can put it on timers and, you know, all the water is regulated. The amount of water, the amount of fertilizers is being used. When it comes to organic farming, it's a bit difficult in Malta. If I'm doing organic farming here in this valley, and next door there's a guy who sprays all the insecticides and, you know, and pesticides, if it's a bit windy, it will move on to my crops. À Almeria, la question des cerfs est plutôt controversée. Anaëlle va pouvoir écouter un avis tout à fait différent. J'ai rencontré Marcos, qui est membre d'une association qui, lui, lutte contre les ravages de l'agriculture intensive en Andalousie et principalement dans la région d'Almeria. On allait voir sur place les dégâts directs qui sont causés par les exploitations et notamment les décharges à ciel ouvert de plastique. Je suis allée visiter une serre où on m'assurait que c'était de l'agriculture familiale, qu'il n'y avait pas de contamination pour les sols. Tout était fait en sorte pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur l'environnement. Je me demandais ce que toi tu pensais de ce discours-là. Seguramente la mayoría de los agricultores en Almería lo hacen bien, pero con un 5% que lo hagan mal, hacen mucho daño a toda la agricultura. Según la Junta de Andalucía, solo el 5% de los residuos son mal gestionados, pero un 5% es mucha cantidad. Toda esa parte de ahí es parque natural. Y fíjate cómo está el plástico, ¿no? Ça a quoi comme conséquence sur les sols, l'eau et tout ça dans la région? Los plásticos se van haciendo cada vez más pequeños, microplásticos, nanoplásticos. Ya sabemos que las plantas pueden coger con las raíces estos nanoplásticos y ponerlos en los frutos, en las hojas. Igual es posible que estemos comiendo plásticos. Aparte, todo este plástico, antes o después, con la lluvia, acaba llegando al mar. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Es difícil. Hay que exigir desde los consumidores europeos también información sobre esto. No solo información sobre si el producto es ecológico o no, sino sobre las consecuencias medioambientales que tienen los productos. Eso sería una forma de empezar a actuar, ¿no? desde Europa. Est-ce que par exemple le gouvernement espagnol prend des actions pour ça, ou en tout cas de la région ici, est-ce qu'il y a des actions qui sont prises par les autorités? No las suficientes. Han gastado mucho dinero en limpiar ciertas zonas, pero eso no vale, porque a la semana siguiente ya volvió a haber plástico en el campo. Entonces limpiar no es la solución. Hay que evitar que la gente traiga plástico al campo. Toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux consommateurs, par exemple, belges, qui consomment les produits qui viennent d'Espagne en plein hiver?
Claro, en invierno no hay tomates en Bélgica, ese es el problema, ¿no? Bueno, el consumidor tiene el poder de elegir o no elegir un producto u otro, ¿no? No es necesario comer tantos tomates en invierno, eso es una elección del consumidor. J'ai aussi entendu que les serres à Almería pouvaient poser des problèmes au niveau social, que par exemple les employés n'étaient pas toujours bien reconnus, que c'était des sans-papiers qui venaient travailler. El problema social es casi peor que el problema medioambiental. Hay que decir que algunos agricultores se aprovechan de la situación de estas personas y efectivamente las condiciones de vida, las condiciones laborales son muy malas. El problema laboral, el problema de los residuos y el problema del agua para mí serían los tres problemas principales que tiene la agricultura en Almería, que lo hacen insostenible. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à remettre en question dans ce système et la vraie question qui se pose c'est en tant que consommateur, est-ce qu'on a vraiment besoin de consommer tout ça? Qu'est-ce qu'on veut consommer? Je pense qu'on doit prendre en considération les alternatives qui existent et après on doit aussi juste réfléchir à notre consommation et comment on veut consommer. Donc là, j'arrive doucement au terme du voyage et c'était une expérience géniale. Quand j'ai appris que je venais à Malte, j'avais une idée d'un pays méditerranéen, chaud. J'avais peur que ce soit trop touristique et au final, j'ai découvert d'une manière à laquelle je m'y attendais pas vraiment. À chaque fois qu'on a rencontré des gens, ils étaient super accueillants. On arrivait, on rencontrait les gens et j'avais déjà discuté de plein de choses avec eux sans même qu'on ait pu leur mettre un micro. J'ai commencé en ville, là où il y a le plus de gens, là où il y a le plus de diversité et peut-être aussi le plus d'inégalités. Et puis j'ai été voir ce qui se passait du côté des champs à la campagne et là je commence à me sentir vraiment bien et je sais pas pourquoi, je savais que j'allais chialer. Ah putain, c'était génial. C'était court mais génial. C'était une chance incroyable et je regrette pas du tout. Quand j'ai utilisé le mot chamboulé, c'est parce que vous m'aviez dit ouais, on va parler un peu de la fin du voyage et tout. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment la fin et oh putain, quel imbécile. Et j'ai pris un coup là d'un coup. Et franchement, visiter, aller voir ailleurs, mais aller voir les gens surtout. Et pas nécessairement à Malte en fait. Allez voir vos voisins, allez vous en inspirer, allez discuter, savoir ce que chacun vit et... Ouais. Dans le prochain épisode, ce sera le retour de Lucas qui débarque en Laponie et va descendre 540 mètres sous terre. Amine va entrer en compète avec un laiton et Neché va voir plein de bustes en Grèce. Je vois le buste de Platon. J'accueillerai aussi les candidats de retour en Belgique pour l'écriture de leurs propositions. Allez, ciao!